Au milieu de la Méditerranée, le banc des Escarquis est au carrefour des routes de navigation commerciale et militaire qui sillonnent cette mer depuis des milliers d'années. Au centre de cet ensemble de récifs, un monstre rocheux menace les marins inconscients qui osent s'en approcher. Depuis toujours, ce rocher invisible, baptisé le rocher de Kis, est un piège mortel qui dévore les navires imprudents et les transforme en épaves. 5 mètres dans l'ouest. Ah, regarde là. Aujourd'hui, une équipe de scientifiques venus des 4 coins de la Méditerranée participe à une mission exceptionnelle de l'UNESCO. C'est vraiment la première fois qu'on arrive à monter un projet international avec plusieurs pays qui ont ratifié la Convention UNESCO. Cette première mondiale rassemble des archéologues de renommée internationale dont la mission est d'explorer cette zone en 10 jours afin d'y découvrir des épaves victimes de ce piège à bateau. Cette mission internationale multilatérale est d'une grande importance pour l'archéologie subaquatique dans le monde. Pour atteindre cet objectif, ces scientifiques utilisent l'Alfred Merlin, un bateau spécialement conçu pour l'archéologie sous-marine. Ce concentré d'innovation technologique est équipé de 2 robots sous-marins ultra performants, Arthur et Hilarion. Ces 2 bijoux high-tech sont capables de prospecter à des profondeurs extrêmes, là où aucun humain ne peut s'aventurer. Grâce à eux, le patrimoine englouti de l'humanité ressuscite et nous révèle notre propre histoire. La mission des Escarquis, qui regroupe 2 projets autonomes de coopération internationale, part à la découverte d'un cimetière d'épaves. Elle part à la recherche du musée des abysses. Bonjour, enchanté, bienvenue à bord. Nous sommes le 21 août 2022 à La Seyne-sur-Mer, en France. Ça va? Un équipage scientifique composé de spécialistes internationaux d'archéologie sous-marine et de robotique embarque pour une mission exceptionnelle de 10 jours, pilotée par l'UNESCO. Ils emportent avec eux un matériel qu'ils manipulent avec précaution, car il est la clé du succès de leur mission. La première étape du voyage de l'Alfred Merlin est d'aller récupérer la 2e partie de l'équipe scientifique qui se trouve à Trapani, en Sicile. Oui, bonjour, le Alfred Merlin en sortie, destination de Trapani. Cette première scientifique mondiale est au service d'une seule cause, l'étude et la protection du patrimoine culturel sous-marin. Ces vestiges, reposant au fond des mers, racontent le passé de toutes les civilisations à toutes les époques de l'histoire. Le patrimoine subaquatique peut être considéré comme le plus grand musée du monde, précisément parce qu'il se trouve dans tous les types d'eau, océaniques, maritimes et même les eaux intérieures. Il est important d'ouvrir nos esprits et de penser que le patrimoine culturel subaquatique, ce ne sont pas seulement des navires ou des épaves, mais aussi des villes immergées. C'est ça que nous apporte ce patrimoine immergé, c'est-à-dire qu'il est resté comme des Pompéi sous-marins. Et ces Pompéi nous racontent des histoires d'échanges, des histoires économiques, des histoires de savoir technique. Donc ce patrimoine, à coup sûr, est sans doute l'un des plus représentatifs de l'histoire de l'humanité et celui qui mériterait peut-être le plus d'être protégé. À l'échelle de la planète,
La communauté scientifique internationale estimerait à plusieurs millions le nombre d'épaves reposant au fond des océans et attendant parfois depuis des milliers d'années d'être découvertes par des archéologues. Mais aujourd'hui, ce livre d'histoire reposant sur les fonds marins depuis des siècles risque de disparaître. Une vaste opération contre des pilleurs d'épaves. Le butin est impressionnant. Un patrimoine subaquatique hors du commun. Un superbe coup de filet avec l'interpellation de 3 plongeurs chevronnés. 237 000 € ont été saisis. Plus de 3 millions de ruines seraient menacées dans les mers du monde par les chasseurs de trésors. Plus que ça, il n'y a pas. On en a 2 très belles. Sur le marché noir, une amphore venant d'une épave romaine peut valoir jusqu'à 2 000 €. Ces biens culturels font partie d'un marché illégal d'œuvres d'art de toute époque qui représente plusieurs centaines de millions de dollars par an. Cela en fait une des activités criminelles internationales les plus importantes au monde, après le trafic de stupéfiants et le trafic d'armes. En 2001, l'urgence de la situation a amené l'UNESCO à mettre au point une convention pour protéger ce patrimoine archéologique subaquatique. Depuis son adoption, 73 États répartis sur les 5 continents se sont engagés à coordonner leurs moyens, notamment pour intercepter à leurs frontières les œuvres volées et les restituer à leur pays d'origine. Une mission exceptionnelle en Méditerranée est aujourd'hui mise sur pied par l'UNESCO pour fêter les 20 ans de cette convention. C'est la première expérience à l'échelle internationale, donc de regrouper un certain nombre de pays et de chercheurs. Nous avons un patrimoine en commun, donc qui réunit toute l'humanité, et qu'il faudrait qu'il y ait un effort commun pour le sauvegarder et pour garder la mémoire, notre mémoire humaine pour les générations futures. Sur le versant nord de la Méditerranée, la France, l'Espagne, l'Italie et la Croatie participent à cette première mondiale. Sur son versant sud, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte se joignent aussi à l'aventure. Après 42 heures de navigation, l'équipe de l'Alfred Merlin arrive enfin à Trapani, en Sicile, la première escale de la mission. Yes, good morning. This is the motor vessel Alfred Merlin. Alfred Merlin. Si. Sur le navire scientifique français, l'équipe internationale est réunie pour la première fois sous l'égide de l'UNESCO. C'est qu'on va faire demain et en général après. We have Rosillo here, who represents Spain. Then we have Azedine Kara for Morocco, Nazim Benzala for Algeria, Rocco Suric for Croatia, and Sibyl, who represents France as well, and Barbara Davide for Italy as well, with Alessandro Asta. Then we have obviously Franca here, representing France. And Alison Fenot, representing UNESCO. Yes. L'archéologue Barbara Davide, qui représente l'Italie, dirige la première partie de cette mission. Je pense qu'il est important pour nous tous de travailler ensemble à cette occasion, et notamment parce que nous allons servir d'exemple pour d'autres activités dans d'autres parties du monde, sous l'égide de l'UNESCO, et pour la protection du patrimoine culturel subaquatique. Dès la nuit tombée, l'Alfred Merlin reprend la mer pour atteindre sa destination finale, le canal de Sicile. Le choix de ce lieu comme laboratoire de la mission n'est pas dû au hasard. C'est un peu la porte qui sépare la Méditerranée orientale de la Méditerranée occidentale. C'est une zone géographique
qui a été depuis toujours, depuis les débuts de la navigation, au centre de toutes les routes maritimes dès la grande antiquité, on pourrait dire, jusqu'à l'époque contemporaine. En passant par ce canal, venus d'Orient ou d'Occident, les navires transportent des voyageurs et des marchandises comme du vin, des céréales, de l'huile d'olive ou des produits de luxe. Contrairement aux idées reçues, la navigation dans cette mer presque fermée n'est pas sans danger, car ces courants sont complexes et peuvent être mortels. La Méditerranée est dangereuse parce que la météo elle change très rapidement, très brusquement, et c'est une mer qui, dans l'espace de quelques heures, peut passer de mer calme plate à mer déchaînée. Dans cette mer agitée, le canal de Sicile est un passage critique pour tous les navigateurs. Son courant de surface se déplace d'ouest en est, mais son courant de profondeur court dans le sens inverse, de l'est vers l'ouest, provoquant des vagues déferlantes très redoutées. Aujourd'hui, on arrive à avoir un peu des prévisions météo, donc on peut plus ou moins arriver à prendre la mer avec une certaine sécurité, c'est ce qu'on fait nous tout le temps. Et un bateau à cette époque, en pleine tempête, il perdait l'équilibre, il commençait à embarquer de l'eau, et alors, sincèrement, c'est très facile qu'il soit coulé très rapidement. Ce passage critique est donc choisi par les archéologues, car ils sont convaincus d'y trouver de nombreuses épaves. Et les traces de ces naufrages dramatiques des siècles passés sont aujourd'hui des sources historiques inestimables. On ne sait pas depuis le départ à qui appartiennent ces épaves et à quelle civilisation. Et nous sommes des pays qui ont partagé cette civilisation méditerranéenne à travers les siècles et nous sommes tous concernés par ce patrimoine. Pour la première partie de la mission, l'objectif de l'Alfred Merlin est de retourner sur un site localisé dans la zone maritime italienne du canal de Sicile, à 120 km à l'ouest de Trapani. Un cimetière d'épaves exploré par une équipe américaine il y a plus de 30 ans. Je suis convaincu que les fonds marins recèlent une large part de l'histoire de l'homme. C'est sur ce site qu'en 1988, Robert Ballard, un officier de la marine américaine et océanographe, accompagné de l'archéologue Marguerite McCann, découvre à 800 mètres de profondeur une épave romaine du IVe siècle de notre ère. À l'aide d'un sous-marin nucléaire de poche de la marine américaine baptisé Argo, il décide dès l'année suivante de lancer une grande campagne d'exploration. En presque 10 ans, les missions menées par Robert Ballard et Marguerite McCann découvrent au total 8 épaves, dont la plus ancienne remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ et la plus récente à la fin du 19e siècle. Plus de 30 ans après, la technologie de prospection sous-marine a fait des bonds de géant et l'UNESCO milite activement à l'échelle internationale pour la protection du patrimoine culturel sous-marin. Revenir sur ces sites signifie aujourd'hui non seulement mettre à jour la localisation et l'étude de ces épaves, mais aussi évaluer leur état de conservation, comprendre comment des épaves aussi anciennes, même à de très grandes profondeurs, ont pu être endommagées par l'environnement dans lequel elles se trouvent ou par l'homme. Car un autre grave danger menace ces vestiges de grande profondeur, l'activité humaine à l'échelle industrielle. Surtout celle des bateaux de pêche dont les chaluts peuvent draguer les grands fonds. Il suffit de 3 secondes à un chalutier pour détruire une épave de 20 mètres de long. La préservation et l'étude des sites sous-marins est donc l'enjeu prioritaire de la mission UNESCO. L'équipe revient aujourd'hui sur le site découvert par les archéologues américains pour constater l'ampleur éventuelle des dégâts causés par l'homme. Au lever du soleil,
l'Alfred Merlin a atteint son objectif. Si ses coordonnées sont exactes, l'équipage se trouve à l'aplomb du cimetière d'épaves découvert par Robert Ballard et son équipe. La première étape est de retrouver ces vestiges, mais c'est un défi de taille. Alors que la mission américaine a mis 10 ans pour identifier et documenter ce cimetière d'épaves, la mission UNESCO n'a que 3 jours. Cela est possible grâce à une technologie dernier cri, élaborée pour les recherches archéologiques en haute mer, mise à disposition par le DRASM, le département français des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. Conçu et fabriqué par le chercheur en robotique Vincent Creuse et son équipe, Arthur permet d'atteindre des profondeurs où aucun plongeur ne pourra jamais s'aventurer. Depuis les années 50 et la naissance de l'archéologie subaquatique scientifique, les plongeurs travaillent avec une grande rigueur pour étudier leurs découvertes héritées de l'archéologie terrestre. Les méthodes employées sont adaptées au monde sous-marin et à ses particularités. Ils restent malheureusement limités dans leur travail, car les plongées standards ne peuvent dépasser une durée de 3 heures. Et au-delà de 60 mètres, tout devient dangereux et compliqué. Quand une épave se trouve à une profondeur de plus de 300 mètres, elle est complètement inaccessible à l'homme. Alors, les chercheurs inventent des archéologues d'un nouveau genre, les robots. Aujourd'hui, Arthur représente la génération la plus sophistiquée de ces robots. On envoie. On envoie. Bon bah chacun prend son faux bras, sa position. Ok, vas-y. La cage métallique dans laquelle il est logé pour descendre plus rapidement pèse près de 700 kilos. Sa mise à l'eau est difficile et nécessite la mobilisation de nombreux membres d'équipage. Arthur, c'est le tout nouveau archéologue, on va dire, je ne sais pas si on peut le dire, recruté pour cette mission qui descend à des profondeurs inatteignables par nous, archéologues humains. Et ça, je trouve vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc tous ces moyens mis en œuvre. Il y a de la houle quand même. Le robot là, il ballotte. Ouais, bah, c'est pas trop lourd, mais bon, je vais accélérer un petit peu là. Même s'il est conçu pour atteindre les 2500 mètres de profondeur, c'est la première fois qu'Arthur plonge à plus de 800 mètres. Je suis 10 mètres dans le nord. Oui, correct. ROV à 300 mètres. Le ROV est à 400 mètres, 400. 400 mètres. Le ROV est à 500 mètres, 500. Le ROV ne pèse que 80 kg. Il est un des plus petits robots sous-marins au monde capable de descendre à ces grandes profondeurs. Le ROV est à 600 mètres, 600. 600 mètres, bien pris. 35. Guidé et alimenté en énergie par un câble qui le relie au bateau, il est protégé et lesté par une cage qui l'empêche d'être emporté par le courant et dont il s'extrait une fois arrivé à destination. 830, Arthur. Ok, alors on va arrêter la cage. La cage lui permet d'atteindre plus vite les profondeurs et les 2 tonnes de l'immense câble de plus de 2,5 km lestent un peu plus le robot qui descend à une vitesse moyenne de 30 mètres par minute. Changement de spire.
À ces profondeurs, le noir est absolu. Là aussi, Arthur est le plus performant de sa catégorie, car il a une puissance d'éclairage de 50 000 lumens. Malgré l'obscurité qui règne dans les abysses, il peut y filmer en ultra haute définition. Le ROV, il est presque sur le fond, 766. Ok. Tu checkes le sonar, hein, c'est ça le plus important. 755 la cage. On doit l'arrêter là. Tout à coup, les amphores d'une épave apparaissent. Et là, tu en as une aussi. Non, il y a que ces blocs bizarres. Quand on a vu les premières images de l'épave, j'étais effectivement extrêmement touchée et rassurée parce que je me suis dit, ah, c'est bon, toute cette année passée dans un bureau pour finalement qu'on ait vraiment du résultat et de l'expérience et du concret. Mais j'ai pas pu m'empêcher de surtout regarder les gens et leurs réactions et de voir comment aussi se créer une communication entre eux. Et pour moi, c'était ça qui était vraiment important dans cette mission. C'est le masque. Le masque de plongeur. Ces vestiges sont ceux d'un navire baptisé l'épave F par les archéologues américains. Les amphores qu'il transportait permettent de le dater du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Avec une longueur de 21 mètres et une largeur de 7 mètres, il pouvait transporter près de 250 tonnes de marchandises. Je dois dire que cette première journée, que nous venons tout juste de terminer, au cours de laquelle nous avons exploré l'épave F avec le ROV du Drasm, eh bien cela m'a rassurée. Car par exemple, cette épave est conservée dans un état identique à celui constaté par les archéologues américains il y a plus de 20 ans. La seule présence de cette épave ici remet en cause ce que les chercheurs ont longtemps pensé sur la navigation dans l'Antiquité. Par le passé, nous pensions que la navigation était seulement côtière. Des épaves comme celle-ci, situées à de grandes profondeurs, sont des preuves de l'existence de routes en haute mer. L'équipe continue l'exploration de l'épave pour essayer de savoir d'où venait et où allait ce bateau. Ouais, ça c'est des colonnes. Ces énormes blocs de pierre intriguent les archéologues. Le robot s'approche, mais une couche de sédiments gêne sa visibilité. L'équipe décide d'utiliser un des équipements d'Arthur, un souffleur sous-marin. Une autre chose intéressante que nous avons pu documenter grâce aux nouvelles technologies avec plus de précision et de certitude, c'est l'ensemble du chargement. Un chargement mixte caractérisé par la présence d'amphores et de blocs de pierre. Probablement du granit. Du granit. L'information est capitale.
Car si ce granit, comme les scientifiques le pensent, provient d'Assouan en Égypte, cela voudrait dire que ce bateau a sans doute pris son chargement à Alexandrie pour ensuite aller à Carthage, puis à Ostie en Italie. Ce serait donc en repartant de Carthage et en remontant vers Rome que le bateau aurait fait naufrage ici, au milieu du canal de Sicile. Cette exploration dure encore de longues heures et emmène l'équipe tout entière jusqu'au milieu de la nuit. Mais quand il est temps de rapatrier Arthur dans sa cage pour le remonter à la surface, mauvaise surprise pour le pilote, un problème technique inattendu empêche de le manœuvrer. Alors il me faut quelqu'un, je vais d'abord monter d'une bonne vingtaine de mètres pour me dégager du souci du fond. Alors, ça va être un peu compliqué les manips, il va falloir qu'on remonte, sachant qu'on va d'abord essayer de rentrer quand même le ROV dans sa cage, mais c'est très incertain, parce que le câble est bloqué quelque part. Mais on va faire cette manip, on va remonter d'une vingtaine. Il faut à tout prix replacer le robot dans sa cage pour parvenir à remonter l'ensemble sur le bateau. Voilà, il faudra remonter tout côte à côte. Bon, Seb, tu ne baigneras pas. Ouais, je vois, il est OK. Dans l'obscurité de la nuit, après de nombreuses heures de travail, Arthur est de retour à la base. Mais le roulis fait osciller le bateau et risque d'endommager le robot ou de blesser un membre de l'équipe. Allez, on reprend bien, il y a un peu de balance, on va se calmer. Allez, on met les mains dessus maintenant. Il faut réparer Arthur ou annuler le reste de la mission. C'était trop près, la paille cassée. Une course contre la montre démarre, car le temps que les roboticiens prendront pour cette réparation sera autant de temps d'exploration archéologique en moins. Réfléchissons à un endroit intelligent. Le spot par-delà, c'est le orange. Donc ce truc-là, toi, de toute façon, tu le mets comme ça et tu le tires comme ça. C'est bien. Heure après heure, il teste toutes ses fonctionnalités. La panne est identifiée. Une carte électronique permettant de piloter le robot a brûlé. C'est vrai que si tu es en panne, il faut être en mesure de le remorquer. La panne est réparée et Arthur est à nouveau opérationnel. L'équipe peut reprendre l'exploration du site. Il faut absolument que la cage reste le plus dans le centre possible. Et vers la fin, qu'elle soit le plus à flot possible. Quand on sera à la fin, on va trop la retenir. Quelqu'un a des questions sur la manœuvre? Allez, on donne du bout pour que vous gardiez l'aplomb. Le fond théorique est à dans 30 mètres. 830 Arthur. C'est parti. Regarde comment ça se comporte. Il y a un peu de pilonnement. Je commence à avoir des tâches potentielles. Ok, on continue à descendre. C'est bon, elle est dans le bon sens en plus. Laquelle?
Ça, c'est l'ombre du robot. C'est l'ombre du robot. Oh, c'est bon, Michel. Là, il y a des choses. Là, il y a on est où, là? On est si carrément plein sud. Donc, je vais aller par là. Là, on est obligé de prospecter. Hop. Ah, ça, c'est un lest de sous-marin, on dirait. Voilà. Il y a un carré, là. C'est bon signe, c'est bon signe. En cherchant le site de l'épave D, les archéologues découvrent un carré de plomb qui est un vestige non pas de l'Antiquité, mais du passage de la mission archéologique américaine il y a 30 ans. Il s'agit d'un poids servant de lest aux sous-marins nucléaires de poche, utilisé par Robert Ballard et son équipe. Sa présence est un indice. Arthur est sur la bonne piste, l'épave D ne doit pas être très loin. Renfort isolé. Elle apparaît enfin sur les écrans de contrôle. Son état de conservation semble exceptionnel. C'est là. Oui, c'est là. Qui n'est pas sur la l'emboyade de 2, tu vois, c'est là. Elle est pas sur la photo. C'est là, elle est là. Ça, c'est une tripolitaine ancienne. Mais il y en a qu'une là. Il y a celle-là et celle-là, il n'y a pas celle-là. Là, il manque la l'emboyade 2 qui était là. Effectivement. Celle-là et celle-là. Regarde, c'est la même position. La diversité des formes de ces amphores permet aux archéologues d'en connaître la provenance et le contenant. Dans l'épave D, certaines amphores transportaient du vin et venaient de Cosa, dans le nord de l'Italie, ou de Kos, en Grèce. D'autres, fabriquées en Afrique du Nord, contenaient de l'huile d'olive ou une sauce de poisson très prisée dans l'Antiquité. À cette époque, un immense marché commercial est alimenté par les nombreuses routes maritimes qui sillonnent la Méditerranée du 1er siècle avant Jésus-Christ au 2e siècle après. La paix qui s'est installée sur le gigantesque territoire contrôlé par Rome favorise l'échange de produits alimentaires et de biens manufacturés aux 4 coins de l'Empire. Allez, c'est parti. On peut aller chercher vos lampes à huile. Alors, elles sont dans ton dos. On va chercher. Allez, on y va. Alors, elles sont par là. Ah, parfait. C'est juste là. Ouais. J'ai mon GPS à côté de moi, ça va bien. La lampe là, je souffle un peu ou qu'est-ce qu'on fait? Non, parce que tu vas tout. Non, tu fais une photo. Fais juste une photo vue du dessus alors. Dans l'Antiquité, la lampe à huile est le principal moyen d'éclairage des particuliers. Elle était un produit courant dont on faisait commerce dans toute la Méditerranée. Sa présence en grande quantité dans ce navire montre qu'elles étaient vendues aussi aux habitants de Carthage et de sa région. L'exploration de l'épave D est maintenant terminée et une fois de plus, les archéologues constatent son état de conservation exceptionnel. Ah, c'est bien comme ça, là, c'est bien. Ok. Ça, c'est bon pour nous, tu peux reprendre un peu les liens, là. Le marathon archéologique continue et l'Alfred Merlin se rend à quelques kilomètres de là pour examiner une autre cible, l'épave G. Une fois sur place, Vincent Creuse manœuvre une dernière fois sa création de haute technologie. Là, on arrive sur un nouveau truc. Je crois qu'on l'avait pas encore vu, cette zone-là. Non. C'est nouveau. Il y en a vraiment partout, hein. C'est incroyable.
Près de 30 ans ont passé et nous avons pu documenter 3 de ces épaves. Et le plus important pour moi est que l'état de conservation est très bon, car après 30 ans, elles auraient pu être affectées par le chalutage ou par d'autres activités. C'est une excellente nouvelle qu'elles soient dans un état de conservation pratiquement identique à celui documenté entre 1988 et 2003. La taille de ce navire de commerce est difficile à évaluer, mais la forme de ses amphores permet de le dater du 1er siècle après Jésus-Christ. Leur forme permet aussi d'identifier l'origine de ce convoi. Tarragone, à cette époque Taraco, une colonie romaine dans l'actuelle Catalogne. Il est donc probable que le bateau de commerce échoué ici au fond des eaux venait de cette ville pour rejoindre le port de Carthage en Tunisie. Sur leur lancée, les archéologues décident de poursuivre au-delà de la zone explorée par la mission américaine. Et en s'éloignant de l'épave, surprise, les images révèlent la présence d'un autre site. Mais c'est là où on en a vu deux. C'est même C'est peut-être la première fois que l'homme voit cette belle découverte depuis 2000 ans. Et si c'est effectivement une vraie découverte, c'est incroyable. C'est une chose merveilleuse. Maintenant, nous devons mieux étudier le site. Plus tard, nous aurons la photogrammétrie pour comprendre si c'est bien la même épave ou 2 épaves différentes. Mais il est encore trop tôt pour livrer des résultats. La photogrammétrie est une technique de modélisation 3D d'un objet réalisée à partir de nombreuses photos prises sous plusieurs angles. Cette modélisation d'une grande précision permet aux archéologues d'analyser au plus près leurs découvertes pour tenter de reconstituer les événements. Le bilan de cette première partie de la mission dépasse les espérances des archéologues. Donc en fait, nous espérions trouver les sites qui avaient déjà été découverts dans les années 90, mais nous avons trouvé encore plus que cela. Et c'était vraiment incroyable de voir des choses qui n'ont jamais été vues. Cela a été au-delà de mes attentes. C'était vraiment une très belle expérience. Bon, c'est fini. C'est la fin de la première étape de la mission de l'UNESCO et pour la dernière fois, Arthur remonte des profondeurs pour rejoindre le bateau. Les membres de l'équipe savent que leur travail ne fait que commencer, car pour ces 3 épaves, il y a déjà une immense quantité de nouvelles données à analyser. Mais ils sont rassurés, car au vu de leur état de conservation, ils peuvent espérer que ces épaves continueront encore longtemps d'être à l'abri de l'activité humaine. Je pense que ce travail-là, on le fait effectivement pour les générations futures, on le fait par envie de transmettre, par envie de préserver. Donc c'est extrêmement positif, j'en suis persuadée. Il est très important pour moi de protéger le patrimoine culturel subaquatique. C'est un devoir que nous avons, non seulement pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations futures.
Parce que protéger, c'est aussi permettre aux prochaines générations d'étudier ce que nous ne pouvons pas étudier aujourd'hui. Le robot des abysses et Vincent Creuse, son concepteur et pilote, ont accompli leur tâche pour la première partie de cette aventure. L'équipe se prépare à partir vers son deuxième objectif, le rocher assassin. Au petit matin, les membres de la mission qui ont achevé leur tâche quittent le bateau car les places y sont limitées à 28 personnes. Le navire scientifique va bientôt accueillir l'équipe tunisienne responsable de la seconde partie de la mission. Tu veux le bisou, allez. Non, pas le bisou. Il garde des distances. L'Alfred Merlin peut maintenant se diriger plus au sud, dans la zone tunisienne du canal de Sicile. Mais la navigation y est périlleuse, car l'objectif à atteindre est une zone dangereuse pour les marins. Le rocher de Kif est au milieu d'un ensemble de récifs qui affleurent et qui sont le pire des pièges à bateaux de Méditerranée. La zone, qui sera celle des recherches de notre équipe, couvre près de 30 km². Elle est truffée de rochers invisibles. Au centre de la zone, le récif de Kif s'étend sur près de 4 km et constitue le plus terrible des pièges. L'une des roches affleure pratiquement à la surface, tout en demeurant invisible. Il faut imaginer, vous avez un passage, une porte, et au milieu de cette porte, une espèce d'autoroute qui relie deux pôles très importants du commerce et de toute la navigation dans la Méditerranée, vous avez un obstacle. Ça, c'est un peu l'esquerquibinque. Vous avez une zone où vous avez des eaux-fonds qui arrivent pratiquement presque à la surface et qui vont créer, avec ces remontées très abruptes, des courants et des systèmes météo assez complexes et très dangereux et qui ont, sans aucun doute, provoqué de très nombreux naufrages. Donc on peut s'attendre de trouver de tout et des traces de toute civilisation, de toutes les périodes historiques. Et c'est là-bas qu'on a tout l'espoir de trouver, de pouvoir voir et documenter des nouveaux sites et de nouvelles épaves qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Echo 1, this is Alfred Merlin, do you with me? L'Alfred Merlin pénètre maintenant dans la zone dangereuse du banc des Esquerquis et l'équipe de quart doit s'identifier auprès des gardes-côtes tunisiens. Now 1.7. Do you agree with this? Yeah, do you agree with this? Thank you very much for cooperation. You're welcome, sir. Good watch. C'est à cet endroit que les membres tunisiens de la mission rejoignent l'aventure. Wafa Ben Slimane est une des responsables de l'archéologie sous-marine en Tunisie. Elle va diriger cette seconde partie de la mission. Ces retrouvailles sont historiques, car le nom même du navire scientifique français rappelle à tous que l'aventure de l'archéologie sous-marine a commencé ici, sur le territoire tunisien, il y a plus d'un siècle. L'Alfred Merlin doit son nom à l'homme qui est d'une certaine manière le père de l'archéologie sous-marine d'aujourd'hui. Et cette paternité, il la doit à un sens de l'opportunité, c'est qu'il était directeur des Antiquités de Tunisie au début du XXe siècle, lorsqu'il a été découvert une épave dans la zone de Mahdia, donc en Tunisie, par des plongeurs grecs. Et très rapidement, il a eu l'instinct que cette épave qui était importante, dont on sait aujourd'hui qu'elle datait du 1er siècle avant Jésus-Christ, méritait d'être étudiée de manière systématique.
En 1906, Alfred Merlin lance alors la première prospection archéologique sous-marine de l'histoire. Les objets découverts sont remontés à la surface. Une nouvelle discipline scientifique vient de naître. Plus de 100 ans plus tard, cette discipline a fait des bonds de géants et la technologie permet à l'équipe de l'Alfred Merlin d'entamer une exploration scientifique en haute mer. Enfin, il démarre avant, mais la remontée des fonds, là par contre, elle a l'air plus raide, la Oui, c'est après qu'il va falloir vraiment faire. Ouais, alors, plus on va rentrer dans le caillou, plus peut-être qu'on va raccourcir la marge. On va commencer par, disons, avoir une vision du fond plus précise. On a une très large zone qui est donnée comme interdite ou très dangereuse à la navigation. Donc le commandant, avant tout, il va faire un premier passage pour avoir une idée plus précise de la conformation naturelle de la zone à l'est, au sud-est des Kate. Bozo, Pascal. Je t'écoute. Ouais, du coup, tu vas changer ton échelle de profondeur ou pas là? Parce que le danger ici, c'est que c'est pas progressif, quoi. C'est des pics qui remontent d'un coup, quoi. Donc j'aimerais bien être sûr que là où il y a un blanc, il n'y a pas de cailloux. La première étape de cette exploration est donc de scanner la zone grâce à un outil high-tech intégré à l'Alfred Merlin, le bathymètre. Là, on doit être à peu près le plus haut. On est à moins 55. Voilà, la zone sombre là, en fait, c'est 50-55. Ce multifaisceau envoie des ondes acoustiques qui butent contre le relief sous-marin et sont renvoyées au bathymètre qui mesure ainsi la distance entre le bateau et la roche. Le relief se dessine progressivement sous les yeux des scientifiques. L'objectif, c'est d'essayer autant que faire se peut de détecter des anomalies, c'est-à-dire quelque chose qui va traîner au fond, qui n'est pas géologique, etc. La grande difficulté pour nous, c'est d'avoir une résolution maximale, de manière à être capable de caractériser ce qui va être un bien culturel maritime, une épave, et de le différencier justement de tout ce qui est les artefacts géologiques. L'image renvoyée par le multifaisceau utilise des codes couleurs progressifs pour indiquer la profondeur. Plus la zone est rouge, plus elle est proche de la surface et donc dangereuse. Plus la zone est verte, plus elle est profonde et sans danger pour le bateau. Mais le temps est compté et la zone à scanner est immense. Ce qui manque, c'est presque 2200 km². Pour la semaine, on sait qu'on peut faire une analyse d'environ 30 km². Donc, il fallait circonscrire les aires de travail. On a décidé de se focaliser sur les récifs de Case, qui est le sommet le plus élevé de l'ensemble de ce mont rocheux, puisqu'il arrive quasiment à la surface, il est 45 cm sous la surface. Heure après heure, le bateau passe la zone au crible et projette le multifaisceau de plus en plus près du rocher fatal. Pour la première fois dans l'histoire, des navigateurs ont une idée précise de son relief. Bon bah là on est arrivé hein. Ouais, je crois qu'on peut sortir. Là on ne peut pas aller au-delà. Là c'est très net. Oui, là c'est très net. Et donc maintenant on a la bathymétrie, donc on va être en sécurité pour naviguer puisqu'on aura la connaissance des fonds. Ce qui évidemment est le b.a.-ba pour ne pas prendre des risques. On ne va pas ajouter un bateau à ceux qui se trouvent déjà par le fond. Et maintenant, on va attaquer le travail plus méthodique, plus systématique, anomalie par anomalie, avec un travail plus fin, en allant plus lentement. On va se refaire une ligne à 40 mètres à côté de celle-là, quoi. Michel ? Comment ? Ça, c'est une très grande anomalie, c'est sans doute un gros bateau, vraiment grand, et presque sûrement métallique, vu la forme, l'écho et tout ça. Ah, c'est au moins un bateau qui fait, je sais pas, hein, mais sans doute plus de 50 mètres, là, c'est quoi, 80 ? Ça doit être un gros bateau parce qu'on l'a capté effectivement avec une précision qui est toute relative. Après, on va la vérifier parce que c'est quand même une épave.
Et même si elle est contemporaine, c'est intéressante. Ça pourrait être une épave de la Deuxième Guerre ou on ne sait pas, ou même plus récente, mais sans la voir, c'est difficile de savoir à quoi ça correspond. Apparemment, elle n'est pas signalée sur les cartes. L'équipe décide donc de focaliser son attention sur cette anomalie pour en savoir plus. Et l'image plus précise ne laisse aucun doute. Il s'agit bien d'une épave. Là, on y arrive. Voilà, pas mal, là. C'est pas mal. On le voit très bien, là. Ça, Prochaine étape, allez l'examiner. Il faut maintenant faire entrer en scène le deuxième acteur majeur de la mission. Un autre bijou de technologie conçu pour explorer les profondeurs est baptisé Hilarion. Moins équipé, mais d'un emploi plus souple que le robot Arthur, il est piloté par l'archéologue Denis Dégé, qui prépare cette première plongée avec le reste de l'équipe. Une fois l'anomalie détectée, il va falloir aller voir pour vérifier, pour valider tout ça avec le robot. Celui qu'on va utiliser pour ça, c'est Hilarion. Il est capable d'aller jusqu'à 500 mètres. Plus léger qu'Arthur, Hilarion ne nécessite que quelques membres d'équipage pour sa mise à l'eau. Lui, son rôle, c'est d'aller au contact de l'anomalie pour vraiment lever le doute. C'est-à-dire que finalement, il sert à voir de quoi il s'agit, si ça relève de l'archéologie ou pas. Hilarion a une puissance lumineuse 6 fois supérieure à celle d'Arthur. Ces 300 000 lumens lui permettent de faire des photos et des vidéos d'une précision exceptionnelle dans ces grandes profondeurs. Et tout à coup, une silhouette apparaît au fond des eaux. Donc il est de phase, donc c'est pas grave, mais... Mieux l'avoir de phase, ouais. Il a bien fait de le déplacer. Ces premières images permettent déjà de faire une observation importante. La coque du bateau est en métal. Au fil de l'exploration, plusieurs indices permettent d'identifier le type de ce navire. Tu peux avancer de 5 mètres sur ce cap, Hélène, s'il te plaît. Attends. Ouais, ok, 5 mètres. Voilà, ça, this one is quite similar. Maybe this is the one you are looking for. Yes, like this. Similar, like this cut and then... Ça a été construit celui-là en 1908. Donc on est vraiment dans cette tranche, pour moi, fin 19e, début 20e. Mais là, tu vois, tu as quelque chose qui est extrêmement similaire à ce qu'on a vu, si ce n'est que celui-ci, il est un peu moins arrondi que celui qu'on a là-bas. Voilà, regarde ça. Peut-être tu peux faire une photo, comme ça tu cliches le tout. Donc on a les mêmes safrans, tu vois, le même truc. Ça laisse quand même penser qu'il a tapé la roche et qu'il est parti dans la boue. Il y a quelques indices qui peuvent nous donner en fait une idée sur les caractéristiques de ce navire et nous donner une chronologie approximative. Donc nous pensons qu'il s'agit bien d'un navire du 19e, début 20e, car il présente toutes les caractéristiques de cette période. Les archéologues peuvent imaginer le déroulement du drame.
En une seule plongée, les archéologues ont déjà découvert une nouvelle épave. Il y a donc bien ici un énorme potentiel archéologique. Allez, c'est parti, on y va, et on longe. Les scientifiques décident de prendre des risques et de poursuivre l'exploration en s'approchant du rocher, là où il y a le plus de chances que les navires se soient écrasés. La manœuvre doit se faire avec la plus grande précision. Est-ce que la bâtie là, sur notre avant-bâbord, là, est-ce qu'elle est fiable? Oui, monsieur. Tu passes dans le jaune, là, on va pas chercher ça. Là. Ok. Là, tu restes maintenant en tangente du rouge, là, comme ça. Après, tu peux revenir un peu plus ici, tu vois, faire un peu de coup de vert, et après, pareil, le rouge, le tangente, tu restes dans le jaune. Ouais. Okay. On voit même les vagues là, sur le haut fond. Là. Et on peut repasser là, on peut repasser un peu serré, et puis après, on part dans le sud. On suit un peu les lignes que la bâtie du passage précédent nous ont données, quoi, pour se rapprocher petit à petit. Et là, on est sur des fonds entre 15 et 25 mètres. Vu les capacités de manœuvrabilité du bateau, on ne s'approche pas plus, quoi. Mais là, on est bien. Du coup, on arrive dans une zone qui n'est absolument pas répertoriée ni par le CHOM, ni par les cartes marines connues. Du coup, il y a un petit côté quand même découvert. Profitant de cette approche, plusieurs membres de l'équipe scientifique décident d'aller à la rencontre de ce monstre des mers, sans doute responsable de milliers de naufrages. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de Skarky Bank, c'était de ce récif en particulier sur l'ensemble de la zone de Skarky, parce qu'il y a ce récif de Case, qui est d'ailleurs mal positionné, hein, parce qu'il est dans un ensemble très vaste, et qui est à l'origine à la fois des naufrages et du même coup a fait de ce banc un des hauts lieux du pillage international, puisque moi j'ai démarré dans le métier à la fin des années 70, et déjà des plongeurs me parlaient de leur séjour à Skarky pour pouvoir piller des épaves. À cette époque, sans la technologie actuelle, les bateaux de pilleurs prennent tous les risques pour s'approcher de cette réserve de trésors sous-marins. Ça monte vite, hein. Plongeant avec un équipement adapté, ces chasseurs de trésors prélèvent sans état d'âme les vestiges les plus précieux qui témoignent des nombreux drames humains dont le rocher est responsable. On conçoit aisément le nombre de gens qui, au fil des millénaires, ont fini leurs jours, et en tout cas les jours de leur bateau sur cette zone rocheuse. Et c'est un piège terrible parce qu'on est très loin de tout. Et on peut imaginer, en plus que par gros temps ou même par temps un peu houleux, chaotique, il n'y avait presque aucun espoir de s'en sortir. Même pour une petite embarcation comme ce Zodiac, naviguer au-dessus du rocher est très dangereux. À quelques centimètres près, son moteur peut percuter la pierre qui détruira l'embarcation. Un bateau à peine plus grand n'a aucune chance. Depuis plus de 2000 ans, des milliers de marins ont été victimes de ce récif. On sait que tout ça a un potentiel extrêmement important. Et je crois qu'il était temps que la communauté internationale s'en préoccupe, parce que ça reste, je serais presque tenté de dire que c'est une réserve de musée qui méritera d'être étudiée de manière exhaustive, et il faut pour cela stopper les prélèvements clandestins dont ce site est la victime depuis maintenant au minimum 40 ou 50 ans.
Pour moi, c'est du crime organisé. C'est la même chose que de cambrioler un musée pour en voler ses œuvres. En Croatie, il y a un système spécial face à cela. Au début des années 90, nous avons commencé à protéger plusieurs épaves avec des cages en métal. Nous avons placé ces cages au-dessus des sites. Il est donc impossible d'entrer à l'intérieur sans une permission spéciale. Après plus d'une heure de manœuvre, l'Alfred Merlin a réussi son défi et côtoie enfin le rocher. Hilarion est donc remis à l'eau et l'exploration scientifique peut reprendre. Passerelle robotique. Oui, j'écoute. Qu'est-ce que tu as comme sonde là, Loïc? 64 mètres virgule 2. C'est à 15 mètres. Il y a quelque chose. C'est à presque 20 mètres de toi là. Oui, c'est là. Oui, oui. Pour l'instant, on ne comprend pas. On dirait Alors, on est parti sur une couverture systématique d'une zone qui a été définie par les archéologues. Une zone d'intérêt qui est au pied du récif, là où on pense que les bateaux ont pu taper sur le récif et dégouliner sur la pente. Donc c'est là où on estime qu'on a plus de chances de trouver des sites d'épaves. Il faut les voir en fait, on n'a pas d'autre solution. Si tu peux te déplacer en regardant ce cap, mais en prenant 5 mètres dans l'ouest. Les archéologues n'attendent pas longtemps. À 65 mètres de profondeur, Hilarion détecte une nouvelle épave et s'en approche. Est-ce qu'il va pirouetter là, de 10 à 15 degrés? Alors, regarde, il y a quelque chose. Juste à côté, on a le... Il y a un coup. Dans ces objets. Alors, c'est quoi ce bateau? C'est pas le mien. Il s'agit bien d'un navire de pêche. Il y a une partie du bateau est très bien conservée. L'autre partie qui est aussi l'arrière qui est complètement donc abîmée. Ça nous a rendu un peu la tâche difficile de situer ce bateau du point de vue des constructions techniques, donc à quelle catégorie il appartient. Donc on dirait que probablement il pourrait peut-être être un bateau de pêche, donc, mais qui est beaucoup plus récent par rapport à la première épave. Le bateau mesurait 15 mètres. Il n'y a aucune trace de moteur dans ses vestiges. C'est très probablement un bateau à voile. La seconde anomalie détectée par le bathymètre étant localisée à quelques dizaines de mètres seulement de la première, les archéologues décident de poursuivre l'exploration dans cette direction. Mais là, il faut que tu avances un peu, parce que sinon... C'est que du caillou. Mais là, c'est une info. Là, basse, faire, arrête. Et je dirais presque que ça semble de la CFD4. OK, poursuivons. L'équipe vient de découvrir une nouvelle épave romaine. Nous avons trouvé un tumulus d'amphores qui ressemble à des amphores Dressel 2-4 qui normalement contenaient du vin. Elles sont envahies par la vie naturelle. De loin, ça ressemblait à un élément naturel, mais en fait, c'est un grand amas d'amphores qui s'est transformé en récif couvert d'algues. C'est incroyable.
Il y a énormément de vie. C'est comme une oasis. C'est la première fois que j'ai l'occasion de voir en direct une épave de cette période. C'est très impressionnant de s'apercevoir qu'une épave ou un artefact puisse devenir au fil du temps un endroit idéal pour le développement et la préservation de la vie sous-marine. نظيم viens الجيجي شوف روح للباب La découverte, c'est un sentiment déjà personnel qui est très très fort. C'est des résultats scientifiques qu'on va pouvoir partager. Et ça, c'est une sorte de fierté pour moi personnellement et aussi pour mon pays et pour les pays qui participent à cette mission. Aujourd'hui, nous scannons les sites à l'aide de sondeurs multifaisceaux. Nous descendons sur site avec des robots. Il y a 15 ans, personne n'aurait pensé ça possible. Dans 15 ans, peut-être que ça sera complètement différent. C'est pourquoi c'est très important de ne rien détruire, car d'ici là, peut-être que des robots avec des mains pourront extraire de nombreuses choses. Le rocher des Esquerquis a bien un potentiel archéologique extraordinaire, et ses premières découvertes sont sans doute le début de nombreux autres. Le voyage dans le musée des Abysses ne fait que commencer. L'Alfred Merlin se rend maintenant à sa dernière escale, sur le sol tunisien, là où est née l'archéologie sous-marine et où l'aventure de toute l'équipe trouvera sa conclusion. Pour la première fois dans l'histoire de l'archéologie sous-marine, un événement scientifique international montre l'efficacité de la collaboration de plusieurs pays, avec une technologie de pointe pour explorer les épaves reposant à de grandes profondeurs. Tout le monde a aujourd'hui conscience de la valeur de ce musée des abysses que la flore et la faune nous aident à préserver. Car cette mission exceptionnelle de l'UNESCO nous rappelle que ce patrimoine archéologique sous-marin nous raconte avant tout notre propre histoire.